Bonjour, encore une fois et bienvenue à notre deuxième cours. À ce que je me rappelle, on s'est arrêté la fois dernière sur les problèmes qui se posent aux traducteurs. Donc la traduction en tant qu'activité euh, pose pas mal de problèmes aux traducteurs, vu euh, les circonstances d'abord euh, du texte, parce que normalement, comme on s'est dit la fois passée, il existe deux types de textes à traduire, donc les textes techniques et les textes poétiques ou littéraires. Par rapport aux textes techniques, parce que là, on va remettre à plus tard notre discussion par rapport aux textes littéraires, les textes techniques posent des problèmes, vu bon, les implications, déjà la thématique ou le champ comment dirais-je, lexical qui s'impose, donc les mots techniques qui vont obliger le traducteur à parcourir les dictionnaires. Et c'est pas seulement une question de dictionnaire, parce que des fois on arrive à trouver l'équivalence exacte du mot. Or, la signification du mot dans son contexte est tout à fait différente. Donc voilà, premier problème, c'est trouver l'équivalence correspondant au segment. Donc, disons par exemple, je sais pas, euh, le mot, je vais trouver un exemple rapidement. Le mot, par exemple, plage. Quand on parle de la plage, d'habitude, automatiquement, on pense à la mer. Mais quand on traduit un texte technique, par exemple, qui parle je sais pas, du domaine de la télécommunication, par exemple, quand on dit la plage d'utilisateur, ça donne autre chose. Donc, le mot plage en tant que tel change de signifiance, c'est pas de signifiance, change de signification selon les différentes utilisations du mot, c'est-à-dire le contexte qui impose et qui s'impose en même temps. Deuxième problème, c'est traduire les synecdoques et les implicites. Donc, تعبير المجازي والمعنى الضمني. Donc, les synecdoques et les implicites. C'est extrêmement difficile et vous allez trouver ça très clairement expliqué dans le bouquin que je vais vous passer, le bouquin, le livre dont je vous ai parlé la fois passée. Traduire la polysémie et les actualisations. La polysémie, bon, en arabe, c'est pas rare, mais on ne se trouve pas contraint de traduire des mots polysémiques. Tandis qu'en français, la polysémie, ça joue énormément dans des textes. Donc, un mot qui a plusieurs sens, c'est ça la polysémie. Poly, ça veut dire plusieurs, et sémie, c'est la sémantique, c'est la signification. Donc voilà, la polysémie, c'est un mot qui a deux ou trois significations, et à chaque fois, on doit lire attentivement le contexte afin de comprendre il s'agit de quoi. Puisqu'il faut traduire les mots intraduisibles dans la langue d'arrivée, et voilà, il y a des mots qui ne sont pas traduisibles, c'est-à-dire dont on ne trouve pas, auxquels on ne trouve pas d'équivalence dans la langue d'arrivée. Je vais vous donner le célèbre exemple de Milan Kundera. Donc, c'est un mot litoste. C'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans les autres langues. Et voilà, il en fait vraiment une soupe, lui, hein.
il en parle sans cesse. Et dans les écoles de traduction et d'interprétation, ce mot revient toujours comme exemple, comme prototype quoi, des mots intraduisibles. Bon, traduire les termes techniques ou spécialisés, hein. Euh, Madame le garde des Sceaux, juge d'instruction, cour d'appel, tribunal de grandes instances, juge d'instruction, etc. Bon, ce sont des mots auxquels on ne trouve pas au hasard comme ça la signification. Et il ne suffit pas d'aller chercher dans le dictionnaire parce qu'il faut lire les textes juridiques d'abord pour prendre l'habitude quoi de traduire juge d'instruction parce qu'en arabe, si on traduit juge d'instruction, ça donne rien quoi. Si l'on traduisait ce terme mot à mot juge d'instruction ou ou par exemple procureur général, donc ce sont des mots spécialisés qu'il faut entreprendre d'une manière spécialisée. Euh, Deuxième point, c'est adapter. Il y a des formules de politesse, par exemple d'une lettre. Nous les brayons d'agréer l'expression de notre haute considération, hein. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Bon, si on traduit ça dans, je sais pas, on transpose ça en arabe, ça donne pas grand-chose parce que agréer nos sentiments distingués, euh, c'est peut-être proche. تقبلوا فائق الاحترام والتقدير. C'est probablement proche en arabe, mais ça ne signifie pas nécessairement que ce soit le cas dans d'autres langues dérivées. Donc, ce sont des exemples rapides que je vous donne euh, afin de voir les implications, voilà, du fait ou du processus de chercher les équivalences. Donc, trouver des équivalences franco-dopor, avant-garde, lieutenant, donc la hiérarchie militaire. Donc, ça c'est pas vraiment très gai à sonder. Ce n'est pas vraiment très facile à maîtriser, à moins de passer bon, davantage de temps dans la recherche, ou encore traduire des noms, hein, des emprunts, de toponymes. Donc, nom, par exemple, salaison du plateau, salaison, ça, vous connaissez certainement parce qu'on en a mangé. On a déjà eu l'expérience à Gaza de manger de salaison du plateau. Il y a les emprunts, anglicisme, le mot leader. Le mot leader, c'est un mot anglais déjà, lead, qu'on a emprunté à l'anglais et qui s'utilise couramment dans un contexte français. Et il est vrai que c'est un peu choquant euh, de se dire, bon, euh, leader, ça existe déjà, il y a l'équivalence déjà, mais c'est un fait courant qu'une langue emprunte à une autre langue un mot. Je sais pas, le mot challenge, par exemple. Des Italiens disent challenge aussi, hein. Bien que le mot existe en français, un défi. Mais le mot challenge, ça fait, même la prononciation du mot, on dit pas challenge. On dit challenge, challenge, challenge. Donc, c'est des variétés de prononciation qui indiquent l'appropriation, la position du mot. Donc Barcelone, les toponymes. Donc topo, ça veut dire endroit. Toponyme, ça veut dire les noms des endroits, des places, comme Barcelone, Madrid, Espagne, France, Besançon, hein, par exemple. Ça, ce sont des choses dont il faut être conscient.
Les solutions, les outils. L'emprunt directement de la langue étrangère, café, robot. Il y a calque, des parallélismes, no chance. Bah, on dit ça en français aussi. Au lieu de dire aucune chance, on dit no chance. Même en arabe, par exemple, on dit hard luck. Même en arabe, dans un contexte arabe, on dit hard luck. C'est un mot anglais ou c'est une expression anglaise qui s'utilise couramment dans la langue arabe. Donc, la transposition, remplacer une partie du discours par une autre. Le changement de catégorie grammaticale, ça c'est aussi fréquent, nous allons voir ça en détail. La modulation, la variation dans le message obtenue en changeant de point de vue, par exemple, de la négation à l'affirmation. Ça c'est aussi technique, ça. L'équivalence du proverbe français au proverbe tchèque, par exemple. Bah, les proverbes, c'est une histoire parce que pas mal d'exemples seront donnés en l'avenir parce que la traduction des proverbes, c'est pas évident, hein. Bien qu'il y ait des proverbes qui se traduisent mot à mot, comme la nécessité est la mère de l'invention, الحاجة أم الاختراع. Ça c'est déjà bien, mais il y a des proverbes tels que je vais chercher un exemple rapidement. Il y a le célèbre exemple, par exemple, a beau mentir qui vient de loin. Si on traduit ça mot à mot dans la langue arabe, ça donne rien. A beau mentir qui vient de loin se traduit bon avec le proverbe, avec notre dialecte arabe. Et je vais traduire ça avec notre dialecte. On dit ما أكذب من شاب تغرب إلا اختيار ماتت جياله. Ça donne exactement ça. Un beau mentir qui vient de loin. Donc, l'équivalence des proverbes, c'est pas évident. C'est une question aussi d'expérience. Euh, où est-ce qu'on en est? Voilà. L'adaptation, les réalités culturelles. Exemple, 15 DK, c'est 150 grammes. Oui, bah, même chose quand on fait, quand on trouve l'équivalent, par exemple, je sais pas, d'une somme d'argent en arabe, on traduit ça. Les shekels, par exemple, quand on dit, par exemple, 3 shekels, quand on traduit, bon, peut-être, on doit dire un euro, hein. Donc, ça dépend déjà du contexte et on verra ça par la suite. Les explicitations. Donc, expliciter, c'est pas comme expliquer. Expliciter, c'est rendre explicite, évident, hein. Donc, rendre explicite ce qui était implicite. يعني يصير ظاهر ما هو ضمني. Donc, l'explicitation, ça veut dire rendre explicite. C'est le contraire du mot implicite. Euh, Colocation et coloration, utilisation de termes idiomatiques fréquents dans la langue cible. Ça aussi, c'est un niveau un peu avancé hein, de maîtrise. Il y a la compensation, reporter un trait spécifique difficilement traduisible à un autre moment du texte pour conserver le ton. Bien, d'autres d'autres spécificités à surligner. Euh, bon, ça c'est une question qui se pose le plus souvent, hein. Qu'est-ce qu'une traduction réussie? Ça veut dire quoi réussir sa traduction? C'est une relation dialectique entre traduction et traductologie, c'est-à-dire bon, la science et la pratique, hein. Donc celle-ci en modifiant la pratique, hein. Ça veut dire la traductologie qui nous incite constamment à améliorer, à faire les adaptations requises nécessaires afin de parvenir à bien faire la pratique de la traduction. Donc, elle fait apparaître l'évaluation, la critique, l'analyse des traductions aussi. Elle implique une stratégie, une méthode de traduction, une cohérence, cohésion en fonction d'objectifs. Et là,
on va s'arrêter un peu pour, pour parler de la cohérence. Parce que des fois, on a tendance à se débarrasser d'une activité de traduction aussi vite que possible. C'est-à-dire, on transpose, on trouve l'équivalence, et puis bon, on met ça dans un texte, et finalement, on n'arrive pas aux objectifs, ou à l'objectif, si on a qu'un seul. Donc, l'objectif de la traduction,